ce que je disais, c'est que voilà, les sujets sur lesquels je peux répondre, c'est comment identifier son ICP, quel outil choisir selon la maturité de la boîte et selon le marché. Également, du coup, je suis un fervent utilisateur de clés qui me permet vraiment ça a complètement transformé ma manière d'approcher l'outbound. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. À la fin, je pourrais vous présenter aussi un use case directement pour vous montrer en fait comment utiliser l'outil pour être vachement plus productif en outbound. Donc voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Alexis. Hyper clair. Et juste avant de lancer la session, deux petites règles à respecter, entre guillemets, pour pas que ce soit trop l'anarchie. Je veux bien que vous leviez la main lorsque vous avez une question à poser pour que je puisse vous identifier et du coup activer votre micro. Et deuxième chose, sélectionnez peut-être la question la plus bouillante pour vous, histoire qu'on puisse répondre à une question par personne, garder le rythme, quitte à ce qu'on refasse un tour après s'il nous reste un peu de temps, si ça vous va. Et du coup, il y a Sylvain qui vient de lever la main et qui a du coup une question. Hop. Yes, salut à tous. Salut. Petite question par rapport à SalesNav sur l'extraction. Au moment de l'extraction, tu as beau faire les meilleurs booléens possibles ou alors choisir les bonnes entreprises, il y a toujours un pourcentage de mauvaises entreprises et de mauvais job titles. Donc pour les mauvais job titles, c'est pas mal, on peut cleaner avec EvaBoot ou alors avec l'IA. Mais pour les entreprises, quand tu fais une recherche quand tu as une liste et que tu importes l'entreprise dans la recherche de contact, EvaBoot ne peut pas cleaner et te dire si c'est la bonne entreprise ou pas. Comment tu fais pour virer les mauvaises entreprises que tu n'aurais pas mis à la base dans ta recherche? Tu utilises quoi comme boîte en général, ce cas d'usage? J'ai pas entendu ta question. Tu vises quoi? C'est quoi les secteurs pour ce genre de cas d'usage? Bah, ça peut être tout secteur. C'est des Il y a- secteurs qui sont faciles à identifier du coup dans CSNAV ou... Je te pose la question parce que par exemple, si tu disais des SaaS, t'as pas de catégorie SaaS dans CSNAV. Tu vois, donc c'est Ouais. très compliqué du coup à identifier. Euh, mais pour répondre à ta question, moi ce que j'ai l'habitude de faire quand c'est extrêmement compliqué d'identifier, tu vois, les entreprises qui rentrent dans ton ICP, c'est que je demande en fait à mon client de me donner une liste, tu vois, de 10 à 20 entreprises et je regarde en fait quel label est rattaché à chaque entreprise dans CSNAV, de sorte à ce que quand je fais ma recherche, tu vois, au niveau compte, je mets les secteurs et par la suite, il y aura de toute façon, tu vois, à un moment donné où tu vas devoir cleaner un minimum, mais ça Ouais. t'assure, tu vois, d'avoir au moins on va dire un match qui est le plus proche de ce que tu as comme client aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais pas ma liste de comptes sur Sales Navigator. Je la Mhm. fais à part sur un sheet via, je sais pas, c'est un annuaire que j'ai scrappé ou quoi. Et après, je l'importe sur Sales Navigator. Du coup, ça me fait une liste d'entreprises. Ok. J'utilise pas les filtres. Et c'est pour Mais ça que des fois, ça met en résultat des mauvaises entreprises. ça veut dire que tu as la version team, du coup. Si tu me dis que tu les uploads dans CSNAV, tu les uploads Ouais, via un CSV, c'est ça? c'est Alors, ça, du ouais. coup, ok. Du coup, c'est un peu plus facile dans ce cas-là parce que tu as, t'as déjà utilisé la notion de persona dans CSNAV? Non. Ok, je pense que ça pourra résoudre ton problème. Grosso modo, persona, c'est quoi? C'est dans la section lead, je pense. C'est un filtre. Mais grosso modo, tu définis en fait les job titles que tu veux, que tu cibles. Imaginons, je sais pas moi, les CMO, les marketing managers, etc., qui sont basés en France, au UK et en Belgique. Et grosso modo, en fait, ça va sauver en fait, tu vois, ton persona. Euh, et ce que tu peux faire à partir de ce moment-là, c'est que tu retournes dans la partie lead, tu vois, dans le filtre prospect, pardon. Mm. Euh, Tu sélectionnes, tu as un truc qui est marqué persona, tu sélectionnes persona, et ensuite tu sélectionnes aussi la partie des comptes que tu as, importé en CSV. Et en fait, tout va se piloter au niveau de la section prospect. Tu auras juste à remplir, tu vois, ces deux sections. Est-ce que Ok, ça répond à ta question? ça marche, ouais. Je vais tester. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sylvain. Hop.
Tac. N'hésitez pas à poser vos questions et à lever la main tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'une personne ait terminé pour lever la main. Comme ça, on garde le rythme et moi, je vois vos mains se lever au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mis à part celle d'Alexandre qu'il a posée dans le chat sur ta skincare, bien évidemment. Personne n'a de questions à part Sylvain? Sylvain a beaucoup de questions apparemment. Ouais, J'ai bah fait écoute. de questions. Donc, s'il Écoute, faut. Sylvain, s'il faut, tu vas rythmer, hein. Mais il y aura Alexandre juste après. Vas-y, Sylvain, une deuxième question Par rapide. rapport à tes recherches SalesNav, comment tu t'y prends pour faire des booléens? Donc, moi, je suis passé par plusieurs phases où la phase où je mettais des intitulés de poste exacts, typiquement responsable marketing, mais du coup, tu te passes à côté du responsable du marketing, responsable marketing et tous les mots-clés qui vont autour. Donc, ça, c'était le premier step. Ensuite, j'avais fait un booléen en mode hiérarchie end, département, note, exclusion. Mhm. Donc là, il était beaucoup plus vaste. Mais en fait, je me suis dit que, ouais, il y a le Parsinator, Alexandre, mais du coup, le Parsinator, c'est des intitulés exacts. Et du coup, tu te passes à côté d'intitulés où c'est pas l'intitulé exact. Et du coup, je voulais savoir si tu avais une méthode pour avoir le maximum de résultats possibles sans se passer de potentiels bons résultats, euh, tout en ne soyant pas trop large. Bah alors, tu as deux options. La première, c'est soit tu passes par département et plus par job title. Et au moins, en fait, ça va te couvrir tous les job titles possibles qui sont rattachés à ce département. Tu vas Hmm. peut-être avoir un peu d'échelle, mais un peu moins, et tu auras plus, on va dire, de match rate avec cette option. Puis tu as la deuxième option, c'est tu demandes à ChatGPT, en fait. Tu dis, voilà, écoute, je vis ce job title-là, donne-moi les alternatives. Enfin, j'arrive plus à trouver le terme, mais grosso modo, tous les autres job titles qui pourraient se rattacher à celui-là, tu vois. Et du coup, Hmm. ça va te donner d'autres idées, tu vois. À la limite, si t'en as, tu vois, devant toi des exemples où, en fait, t'arrivais pas, du coup, à les trouver de base, mais t'es tombé dessus par hasard, comme je te dis, tu vois, tu prends l'intitulé, t'en montres deux ou trois à ChatGPT et tu lui demandes de te donner, en fait, d'autres exemples, quoi, tu vois. Et Mais je pense que c'est un peu risqué parce que du coup, je sais pas. Moi, je suis plus. Je pense que l'option un est plus fiable parce que ça te permettra de couvrir vraiment tous les cas d'usage. Alors que le job title, c'est peut-être plus précis, mais tu vois, tu as, dans certaines industries ou certaines boîtes où ils ont des termes bien spécifiques et donc, du coup, tu vas passer à côté, tu vois. ouais, il y a de la déperdition là-dessus. Ouais, Ok, exact. il y a les étiquettes, mais en fait, c'est LinkedIn qui met des intitulés sous les étiquettes et Ouais, c'est c'est eux qui. ça. Exactement. Ok, ça C'est good marche. pour toi, Sylvain? Yes. Merci beaucoup. Et on va laisser la main à Alexandre. Tac. Ouais, du coup, question en supplément de la question routine skincare. Sur la partie intent, comment tu fais pour être exhaustif sur la détection des intents que tu peux utiliser parce que souvent, quand on parle d'intent, on retombe sur les mêmes trucs, job offer, Mhm. enfin tous les trucs assez bateaux qui sont maintenant intégrés directement dans les outils. Sauf qu'il y a pas mal de situations où tu vas pas pouvoir te reposer sur des intents basiques. Enfin, en tout cas, tu peux les sélectionner, mais tu en as d'autres aussi qui peuvent être plus intéressants. Et donc, comment Mhm. tu fais pour pouvoir détecter d'autres manières de faire qui sortent de la norme et que tu vas pas pouvoir forcément répliquer dans toutes les industries parce que c'est assez spécifique. Donc, comment tu te débrouilles pour pouvoir détecter ces petits trucs planqués auxquels tu n'as pas forcément pensé au départ parce que du coup, ça peut être intéressant d'un point de vue prospection. Ouais, il y a deux choses. Du coup, la première, c'est pour répondre directement à cette question, en fait, la réponse, elle vient des clients. Donc, moi, la manière dont je travaille en général sur ce genre de projet, c'est que je demande vraiment, enfin, je me pose vraiment avec du coup les personnes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les sales et le support client, et de dire voilà, en fait, vraiment essayer de comprendre à quel moment est-ce que tu vois ta cible elle a besoin de ton produit, pardon. Et sur base de ça, c'est d'essayer d'avoir ok une liste, tu vois, d'inten potentiels
Et la seconde étape, c'est de se dire, OK, bah, est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à capturer ces informations en amont ou non? C'est pas toujours possible. Et du coup, la seconde étape à ma réponse, c'est de se dire, il faut toujours essayer de prioriser les choses pour avoir un impact sur le revenu de manière la plus rapide. Et un des moyens qui est le plus facile, en fait, c'est de commencer, tu vois, par tes clients. Tes clients qui ont changé de job, parce que ça a un impact direct, tu vois. C'est des gens qui ont utilisé ton produit et j'espère qu'ils étaient contents avec. Donc, logiquement, tu devrais avoir plus facilement tu vois, une opportunité. Et après, en fait, c'est de se dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autres choses en place par rapport, tu vois, aux insights que tu auras récupérés des équipes sales ou des équipes customer support. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais grosso modo, il y a pas vraiment de réponse magique. En fait, il faut vraiment comprendre et connaître en fait tes clients et le job to be done. Et ensuite, c'est de se poser et de se dire, OK, bah, est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à trouver l'information en amont et pouvoir en fait, bah, du coup, alimenter mes sales pour vraiment qu'ils se focalisent sur les comptes sur lesquels on est quasi sûr qu'il y a tu vois, un intent. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question, Alexandre, ou pas. Non, bah là, monsieur Martial, vous répondez pas trop à la question, là, vous esquivez, là. Ok. Parce que du coup, bah, comment tu fais pour aller trouver ces informations-là? Tu peux très bien te dire, bah, tiens, le contexte, c'est X, Y, Z. Ce serait bien qu'on ait telle information, tel truc, etc., quoi. Et du coup, bah, par rapport aux connaissances que tu peux avoir sur les outils ou autres, ou par rapport aux expériences que tu as pu avoir avant, tu vas peut-être dire aux clients, bah, c'est comme avec les devs, quand tu prends des devs un peu juniors, ils vont te dire, ah maintenant, ça, techniquement, c'est pas possible, quoi. Tu vois, alors en réalité, c'est possible, c'est juste que la personne n'a pas forcément les skills pour pouvoir identifier qu'il y a une manière de faire peut-être un petit peu détournée. Et donc, toi, dans ces cas-là, à quel moment tu te dis, enfin, tu dis au client, cette information-là, on ne peut pas la capter, c'est complètement mort. Et comment tu fais pour te mettre sur la piste pour pouvoir maximiser les probabilités de tomber sur l'information que tu recherches et qui va te permettre du coup de pouvoir mettre en place, enfin de détecter le contexte qui t'intéresse, quoi. En fait, encore une fois, ça dépend des industries, mais idéalement, c'est une industrie où tu vois la cible laisse des footprints digitales. Et je pense que le mieux pour répondre à ta question, c'est que je vais te montrer un cas d'usage directement. Comme ça, peut-être que ça parlera directement plus à tout le monde. Est-ce que ça te chauffe, Alex? Ouais, bah, ça peut m'intéresser. Je sais pas si ça intéresse les autres. Ok. Après, si c'est un truc avec les job offers, bon là, je vais te dire, bon, foutage de gueule. Mais Non, non, c'est pas du tout ça va être ça. précis. Je vais prendre directement. Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que tu Yes. peux me répondre. Ok. Je vais prendre l'exemple de Vendor. Je pense qu'il y a un équivalent en France qui est Welly en fait. Grosso modo, c'est un SaaS qui permet de négocier en fait tout ce qui est pricing au niveau des outils que vous utilisez. Donc c'est un outil de procurement. Et grosso modo, eux, ce qu'ils visent, c'est les SaaS B2B qui sont basés aux US et qui viennent de lever de l'argent, qui sont à 51 non, pardon, entre 200 et 1000 personnes par an. Donc, grosso modo, c'est pour répondre à tes questions, pour ce cas d'usage, Alex, ce que je ferais, tu vois, dans ce cas-là, c'est que, en fait, j'utilise Clé. J'upload le marché potentiel total, tu vois, donc tous les SaaS B2B qui répondent à mes critères. Se dire, OK, ben, en fait, une cible idéale, ici, c'est grosso modo, au plus un SaaS utilise des outils, au mieux c'est, tu vois. Et je sais que par expérience, vendeur qui target, c'est tout ce qui est équipe financière, tu vois. Et donc, s'il y a un CFO, c'est même encore mieux, tu vois. Donc, en fait, là, l'idée pour, on va dire, trouver les intents, ce serait quoi? C'est de savoir, dans un premier temps, ben, quelle est la stack qu'ils utilisent. En espérant, tu vois, tu pourrais demander à un dev, OK, bah, calcule-moi plus ou moins, tu vois, estime-moi le budget qu'il dépense, tu vois, sur base des outils qu'on a identifiés. Et ça te donnera, tu vois, déjà une bonne connaissance sur ta cible. Et après, c'est de se dire, OK, bah, est-ce qu'il y a moyen de trouver, tu vois, est-ce qu'il y a un CFO en place ou non, tu vois. Et en fait, grosso modo, tout ça, aujourd'hui, tu sais le faire dans Clio. Donc, tu vois, tu as ici tous tes trucs. Si je prends, je sais pas moi, Full Story. Donc, je vois que Full Story, en fait, ils utilisent une chier d'outils, tu vois, Bombora, Optimizely, etc., etc. Ça, en fait, je peux le récupérer directement avec une intégration dans Clé qui est Bitwit, qui identifie en fait les technologies qu'un site utilise. D'accord? Et donc, j'ai mis, tu vois, une série d'exemples ici, tu vois, qui sont propres à ce que Vendor couvre au niveau des outils.
Donc ici, en fait, il va aller chercher dans le site de Full Story, dis-moi si il y a un match au niveau de ces catégories d'outils, tu vois. Et donc, grosso modo, ici, j'ai l'information. Et ensuite, la seconde étape, c'est de se dire, OK, est-ce qu'il y a un CFO, tu vois? Par exemple, ici, je vois directement, hop, en People, je vois qu'il n'y a pas de CFO. Par contre, il y a quelqu'un, donc Dimitar, machin, qui est Senior Financial Analyst pour la partie GTM. Et donc, pour revenir du coup à ta question de base, qui est de se dire, OK, comment est-ce que tu adaptes à la notion d'intent pour n'importe quelle boîte? En fait, tu n'auras pas forcément tout le temps des intents dynamiques. Tu vois, je sais que la semaine passée, c'était aussi un sujet qui avait été abordé, mais tu vois, des gens qui like et ce genre de choses, c'est très bien. Par contre, c'est une information qui est dynamique, tu vois. C'est-à-dire que c'est une information qui va être valable dans un laps de temps défini. Ça ne veut pas dire que tu peux pas utiliser d'autres informations qui vont te permettre d'être plus fin dans ton ciblage et qui vont en fait aider aussi tes équipes sales à prioriser du coup l'approche outbound. Si on voit, je sais pas moi, sur 1000 comptes, en fait, il y en a 50 qui dépensent je sais pas, 100 millions de dollars en tool, tu vas plus les prioriser plutôt que les mecs qui dépensent 1000 balles, tu vois. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de faire cet exercice, de mapper ton marché potentiel total et de récolter un maximum d'insights depuis les sources que toi tu définis, tu vois. Et donc, si je reprends en fait, tu vois, la démarche ici que j'aurais pu avoir, c'est de se dire, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre, ça dépend du business. J'aime prendre des sources de data qui sont propres à l'industrie, tu vois. Et ici, je sais que, en l'occurrence, Vendor, il target les startups qui sont basées aux US. Je privilégierais, tu vois, une source qui est harmonic.ai, qui est vraiment dédiée sur ce critère-là. Je l'uploaderai dans Clé, sur une première table où j'enrichirai, tu vois, vraiment au niveau compagnie tous les insights dont j'ai besoin. Donc, tu as les intent signal ici, c'est-à-dire, OK, est-ce que c'est une boîte qui utilise beaucoup de tools? Combien est-ce qu'elle dépense en moyenne? Est-ce qu'il y a un CFO? Est-ce qu'il y a un CFO? Est-ce qu'il y a récemment eu un layoff? Parce que ça veut dire qu'il doit faire plus avec moi. Bon, ça, je sais que t'es pas fan, mais tu vois, du coup, est-ce qu'ils engagent un CFO? Et l'idée, en fait, c'est de prioriser, tu vois, tes comptes sur base de ce que tu as pu capturer en amont. Se dire, OK, un tier 1, c'est un compte où il y a plusieurs signaux qui sont identifiés. Un tier 2, c'est un signal. Et un tier 3, c'est on n'a juste pas de signal. Et du coup, là, en fait, tu vas adapter on va dire, ton message sur base du pain de manière générale. Alors que sur les deux premiers, tu vas vraiment, on va dire, affiner ton message sur base des insights que tu auras pu capturer en amont. Tu vois? Donc, tu as une première table au niveau compagnie et ensuite, tu as une deuxième table au niveau contact. Tu vois, ici, on avait dit, voilà, on a trouvé, je sais pas moi, 10 personnes qui matchent tout ce qui est financial profile. Du coup, je veux que dans une autre table, tu me listes toutes les personnes, tu vois, avec leur URL LinkedIn. Je préfère du coup passer par un autre outil d'enrichissement pour le contact parce que sinon, ça va bouffer énormément de crédit sur clé. Et une fois que j'ai ça, en fait, je le pousse soit dans la grosse machine ou n'importe quel outil de sales engagement. Et je veux faire en sorte en fait que les informations que j'ai captées en amont, elles soient aussi reprises dans mon CRM. Bon, là, en l'occurrence, ça demande une synchronisation, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette vue complète. Est-ce que ça répond à ta question? Non, très bien. J'ai une autre question, mais je vais laisser les autres passer avant, parce que j'en avais quelques-uns qui étaient en liste d'attente. Ça marche, merci Alex. Hop. Et on te reprend juste après s'il y a moins de questions. Hop. Et je vais laisser la parole à Geoffroy. Est-ce que tu peux te démuter? Yes, super. Bonjour à tous. Bon, ça rejoint un petit peu la question précédente. La question, c'était quelle est ta démarche pour trouver des signaux d'achat différents? Je pense à un outil que j'ai rencontré récemment qui s'appelle Ample Market, qui est assez intéressant parce que ça détecte les interactions de leads potentiels avec les publications, événements ou publicités de tes compétiteurs. Bon, ça a l'air sympa, non, comme produit, mais Moi, ouais. plus les gens utilisent ce genre de produit, à la fin, ça sature, non? Alors oui et non, je dirais oui si en fait, tout dépend du message que tu vas envoyer, tu vois. Grosso modo, ce sera toujours la même chose. Tu peux avoir la donnée, mais après, c'est à quel point est-ce que tu es fin dans ton message, tu vois. Comment est-ce que tu utilises ces données pour être impactant
dans le message que tu envoies. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide, Alexandre, qui posait les questions justement, est très bon là-dessus. Mais non, en fait, c'est pas parce que tu vois, tu as une multitude d'outils aujourd'hui qui te permettent d'avoir un max d'informations en amont que ça veut dire que, bah, grosso modo, en fait, elles seront plus, tu vois, aussi efficaces qu'avant. C'est juste que, c'est juste que les gens ont toujours du mal, tu vois, à avoir un copywriting qui soit impactant et qui parle justement par rapport au pain ou par rapport aux insights que tu peux relever. Par contre, je dirais que le seul signal aujourd'hui qui commence, je pense, à arriver à saturation, c'est, tu vois, les gens qui viennent de commencer un nouveau poste, c'est dire, ah, salut Geoffroy, félicitations pour ton nouveau poste de CMO. Juste vraiment au moment où toi, tu mets à jour ton LinkedIn. Tu sais que ça fonctionne pas parce que, en plus, toi, tu viens de prendre un nouveau poste, ça veut dire que tu as un ramp-up de plus ou moins 3 mois pour comprendre le business, mettre les choses en place et tu n'as pas forcément, tu vois, la tête ni l'envie de commencer à prendre des démos avec des vendors. Donc, dans ce cas de figure-là, en fait, le mieux, par exemple, c'est juste d'être un peu plus fin et d'attendre, tu vois, 2 mois, 3 mois et de lancer la personne, tu vois, de se dire, voilà, j'ai vu que tu avais commencé il y a 3 mois, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi des enjeux que tu as par rapport à X ou Y, tu vois? Donc, c'est vraiment d'essayer d'adapter et avoir une temporalité qui est plus ajustée que, tu vois, quand tu envoies directement un message au moment où la personne change de poste, t'es un peu comme un rapace, tu vois. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que les gens, en fait, c'est ce qui fait que tu redeviens dans la même catégorie des gens qui balancent 1000 emails par jour à n'importe qui, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, effectivement, la finesse, c'est important. Mais bon, je vais peut-être poser une autre question plus tard. Il y a des gens qui ont posé des questions par rapport au nombre de données de sources, quoi. Mais par contre, juste pour répondre à ta question par rapport à Ample Market, c'est un bon outil. Maintenant, je t'avoue que j'ai jamais utilisé la partie où tu peux taper dans le pipeline de tes concurrents. J'avais testé la partie, c'est une partie quasi équivalente sur J2Crowd, tu vois, qui te permettait de voir en fait les boîtes qui visitent bah, les profils dans la même catégorie. C'est efficace, mais encore une fois, en fait, ça dépend de la stratégie que tu adaptes, tu vois. Et je dirais que par contre, pour les autres intents que tu peux avoir, tu vois, dans Apollo ou dans d'autres outils, il faut se méfier en fait de la qualité de la data. Alors, je peux pas, tu vois, je peux pas te dire, oh, ouais, voilà, tel outil est meilleur que l'autre. Je pense que ça dépend de la catégorie et le contexte dans lequel tu es. Le mieux, c'est vraiment toujours de le tester plus ou moins semi-manuellement. Tu vois, imaginons que tu te dises, voilà, je vais tester tout ce qui est job offer, donc tous les gens qui engagent mon ICP. Fais-les, tu vois, sur un petit sample, genre 10, 15, 20 boîtes, et vois si vraiment ça crée des opportunités, plutôt que, en fait, d'investir de l'argent dans un outil et en fait te rendre compte 6 mois plus tard que ça fonctionne pas. Donc voilà, Merci. avec plaisir. Je pense qu'il y a Rami qui veut poser une question. Ah, mais Héloïse est en mute, c'est pour ça là. Ah, je voulais juste dire que oui, c'est muté. Ah, pardon, merci. Oui, je disais que je te redonnerai la parole, Geoffroy, juste après. Il y a Bastien qui a levé la main. Hop. Oui, salut Alexis. Salut, Bastien. Écoute, transition avec la question précédente. Donc, tu nous as expliqué que généralement, quand tu allais vers tes clients, tu essayais d'abord de viser le quick win, typiquement en détectant les anciens utilisateurs qui avaient changé d'entreprise. OK. Ensuite, tu disais que tu discutais avec les sales de tes clients pour bien comprendre ce qui se passait chez eux et réfléchir à de nouvelles idées de signaux à détecter. OK. Et là, en dernier, tu nous as dit, de manière générale, tu essaies de commencer sur des petits échantillons, t'assurer que ça fonctionne avant de sortir la grosse artillerie et le plein de ressources. Est-ce que tu peux détailler encore un peu plus précisément ton process, justement, pour éviter de déployer l'artillerie lourde quand ce n'est pas nécessaire? Est-ce que tu as un truc un peu... une feuille de route un peu millimétrée pour éviter justement les cas où tu fais toute la plomberie puis tu t'aperçois à la fin que ça ne marche pas. Ça, c'est la première question, un peu longue, pardon. Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux nous expliquer de manière plus générale comment Clay s'intègre dans ton activité, dans ta stratégie? Tu nous as montré un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager avec nous?
Faudra que tu me répètes la deuxième question parce qu'à mon avis, j'ai oublié. Ok. Pour la première, donc grosso modo, en gros, tu veux ma feuille de route, tu veux comprendre comment est-ce que je fais. Euh, Honnêtement, j'ai travaillé énormément avec des équipes sales dans le passé et je me suis souvent cassé les dents parce que j'amenais en fait, c'est comme si j'amenais, tu vois, la solution, le grand sauveur et c'est à eux en fait de suivre mes instructions parce que je suis, tu vois, convaincu que grâce à ça, ils vont générer du pipe. En fait, le problème, c'est que forcément, les sales, ils ont énormément de choses à faire durant la journée, ils sont sous pression, ça marche pas. Et ce qui a marché extrêmement bien en fait ces dernières années, quand j'ai mis en place ces stratégies, c'est que j'ai instauré en fait un espèce de feedback loop, tu vois, avec les équipes sales. C'est-à-dire que chaque semaine, en fait, on va se poser, tu vois, donc j'ai cette liste, j'ai ces critères, et c'est de se dire, ok, grosso modo, on se pose ensemble, tu vois, une demi-heure, et on voit, tu vois, qu'est-ce qui aujourd'hui a fonctionné. Est-ce que c'est des informations qui sont utiles? Est-ce que tu vois, est-ce que tu souhaiterais avoir des informations qu'elles soient structurées d'une autre manière dans le CRM, tu vois? Parce qu'en grosso modo, en fait, le danger quand tu travailles en gros dans des équipes sales, c'est que souvent tu veux faire des trucs un peu foufou, mais tu te rends pas compte que tu es le seul à t'exciter en fait sur ces petits trucs. Et il faut juste pas garder, tu vois, il faut juste vraiment garder en tête que ton objectif, c'est d'aider les équipes sales à créer des opportunités qualifiées. Et donc, tout ça pour dire que le secret, c'est vraiment d'avoir un alignement sur un aussi, tu vois, qu'est-ce qu'un ICP? Quelles seraient, tu vois, les informations que eux aimeraient bien avoir en amont s'ils avaient une baguette magique? C'est à toi, du coup, à te démêler pour trouver l'information. Et ensuite, c'est de mettre en place, en fait, une feedback loop, soit avec les équipes sales, s'il n'y a pas de head of sales, soit avec le head of sales, s'il y a quelqu'un qui coordonne, en fait, toutes les activités. Est-ce que Ok, ça répond à ta très première clair. question? Oui, parfaitement. Ok. Et Pour du coup, répondre la à la deuxième, c'était clé. deuxième question, c'est comment est-ce que j'utilise Clé, c'est ça? Ouais, exactement. À quel point c'est important pour toi aujourd'hui comme outil, et si tu l'avais pas, comment est-ce que tu le remplacerais? Je vais d'abord te répondre de comment est-ce que je faisais avant. Avant, en fait, c'était très compliqué parce que ça veut dire que je vais soit faire des actions manuelles, soit je devais passer par des Phantom Busters ou alors d'autres outils de scrapping, tu vois, et tu passes d'une sheet à une autre. Enfin, je vais pas, je suppose que tu sais plus ou moins de quoi je parle, mais c'est très chronophage. En fait, là, l'avantage, c'est que c'est ta créativité qui pose les limites, tu vois. Euh, Là, tu as plus ou moins 50 sources de données que tu peux exploiter. Et grosso modo, en fait, moi, la manière dont j'utilise, parce que il faut savoir que l'enjeu, c'est que ça peut vite te coûter cher. Tu vois, chaque enrichissement te coûte un crédit. Euh, et moi, la manière dont je l'utilise, c'est que je l'utilise simplement aujourd'hui pour enrichir les comptes. Tu vois, pas je trouve pas vraiment, enfin, j'utilise pas pour trouver l'email ou ce genre de choses parce que, en fait, c'est dépendant des intégrations avec lesquelles il est, tu vois, qui sont bonnes, mais qui n'ont pas forcément un match rate à 100%. Et de deux, encore une fois, je te dis, ça coûte extrêmement cher. Donc, ça peut vite monter. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je passe d'abord clé au niveau des compagnies, j'enrichis, tu vois, les informations dont j'ai besoin. Par exemple, j'ai un cas d'usage avec un client, euh, savoir le ratio, tu vois, de sales dans la boîte, c'était une information extrêmement importante. Comment est-ce que j'aurais fait avant? J'aurais dû extraire en fait via CSNav. J'aurais dû checker peut-être en fait du coup manuellement le nombre d'employés parce qu'il faut savoir que dans CSNav, ça je l'ai découvert récemment, c'est que quand tu vois entre 11 et 50 par exemple, il y a des fois, en fait, tu vois qu'il y a 3 employés. Et en fait, le danger, c'est que c'est à l'utilisateur de définir son headcount, tu vois. Donc, Ah, l'astuce avec clé que j'ai trouvé maintenant, qui marche extrêmement bien, c'est que tu as un workflow qui est Enrich Companies, qui va te trouver, en fait, qui va extraire le nombre exact, tu vois, d'employés. Donc, pour revenir du coup à mon exemple de sales ratio, c'est-à-dire, tu peux faire une formule, tu vois, dans clé qui dit prends-moi, extrais-moi la valeur que tu as enrichie au niveau compagnie LinkedIn. Donc, tu prends le nombre d'employés et tu le divises par le nombre de sales que tu as trouvé dans la boîte. Tu vois, donc ça va te donner un ratio. Et tu vois, c'est le genre d'information que
que tu peux en retirer et qui sont potentiellement aussi valables pour tes équipes sales. Ça l'était en tout cas dans l'exemple de mon client. Ok, hyper clair. Donc, si je comprends bien, uniquement pour les comptes et jamais pour aller chercher un peu plus de détails sur les personas. Quand tu veux, enfin, ouais, Tu peux, mais ça va te coûter de l'argent. En fait, ça va me coûter cher. Ouais. la seule partie que moi je fais pour Clé au niveau contact, c'est pour trouver, tu vois, les ICP. Imaginons que Ouais. tu vises les CFO et c'est après de savoir, ok, ben, en fait, du coup, extrais-moi le profil LinkedIn et après, je me démerde avec ça pour trouver les Ah oui, quand informations même. au niveau Ok, de mes tu vas clients. quand même Ouais, chercher c'est ça, l'URL ouais. LinkedIn de Ouais, bien l'ICP sûr. et le Ouais, truc pour les infos de contact, etc. c'est Ok, ça, ok, exact. hyper clair. Merci beaucoup. Je Avec me plaisir. permets de rebondir sur ce point. Il y a Clay et LGM qui ont fait une intégration le mois dernier et vous avez un tuto de Brice, notre CEO, qui l'utilise dans un cas d'usage et il a essayé d'utiliser le moins de crédits possible Clay et d'utiliser la version freemium de Clay. Tu posais la question, Bastien, de savoir s'il y avait d'autres solutions que Clay quand, notamment, j'imagine, on n'avait peut-être pas le budget. Donc, regardez ce tuto et la petite astuce de Brice, c'est notamment de passer par LGM pour l'enrichissement, qui coûte des crédits en fait chez Clay, alors que c'est inclus dans LGM. Donc, vous pourrez aller regarder la petite démo. C'est vraiment 2 minutes de vidéo qui pourra peut-être donner des idées à certains. Merci. Avec plaisir. Il y avait Rami qui avait la main levée tout à l'heure, mais il l'a baissée. Et Alexandre qui remonte on stage. Ouais, bah, je sais pas si Rami, du coup, il avait la réponse qu'il souhaitait ou bien si. Écoute, il m'a fait un petit signe de tête, ça a l'air all good pour lui, mais Rami, tu es toujours le Une bienvenu. question qui va servir à personne, donc je la garde pour la fin si on attend. Ok, alors, tu seras peut-être étonné. Mais vas-y, Alexandre. Bah, moi, j'avais une petite question, c'était plus parce que toi, Alexis, tu as l'habitude du coup de travailler avec des intents où tu peux avoir des petits volumes. Par exemple, si on parle des changements de job, si tu n'as pas une base de clients qui est monstrueuse, des mecs qui vont changer des jobs, alors, sauf dans le contexte actuel où il y a pas mal de mecs qui sont tèges, ils vont pas forcément changer de boulot tous les jours. Tu vas pas avoir un volume qui est monstrueux, quoi. Et en France, on a quand même une culture de l'outreach un peu sale, donc on privilégie les volumes. Comment tu te débrouilles toi avec tes clients aujourd'hui, parce que tu vas leur dire ouais frérot, on va bosser ensemble. Et du coup, on va aller taper 10 pécores par mois à contacter parce qu'il n'y a que 10 mecs qui correspondent aux intents qu'on a détectés. Comment tu fais pour réussir à passer ces barrières-là? Parce que forcément, même si, in fine, ça va leur permettre de générer des meilleurs résultats, il y a moyen qu'ils bloquent sur attends, on passe de campagne à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes à on va taper 15, 20 personnes par mois, quoi. Et donc, je pense que tu dois avoir un fossé pour les aider à passer ce cap-là au niveau psychologique. Et donc, j'aimerais bien savoir comment tu te débrouilles là-dessus, notamment avec le marché français. Donc, je ne sais pas si tu as quelques clients français là-dessus Ouais, bien sûr. pour répondre. Très bonne question. En fait, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est que, tu vois, j'ai la première phase qui est de brainstormer, tu vois, une série d'intents. La deuxième, c'est de savoir, ben, est-ce qu'aujourd'hui, on peut récupérer cette information? Et ensuite, c'est d'estimer, tu vois, le volume pour chaque intent. C'est-à-dire un espèce de stock que tu vas pouvoir exploiter par la suite. Et grosso modo, en fait, ça, dans un premier temps, ça te donne une vue sur le volume potentiel. Donc, ça répond plus ou moins à la première, tu vois, une première partie de la question. Et ensuite, c'est de se dire, ben, il faut quand même que tu restes stratégique. Au final, la seule chose que le client ici regarde, c'est le pipeline ou les démos qualifiées qui sont bookées, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime toujours privilégier, tu vois, des espèces de quick wins qui sont, bah, du coup, les clients qui ont changé de boîte. Et après, bah, t'as d'autres intents que tu peux exploiter qui sont plus ou moins des use cases qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle boîte, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait un post, je repartagerai, pardon, après, mais j'ai fait une liste on va dire, des 16 intents les plus utilisés et enfin, voilà, que n'importe qui aujourd'hui peut exploiter et ça te permet, tu vois, d'avoir déjà une première traction sur les tests que tu fais. Mais grosso modo, il y a rien à faire, tu vois. Je vais pas travailler avec un client, par exemple, qui est toujours dans ce mindset de faire du volume, parce que ça va à l'encontre de ce que je fais, tu vois. Mais l'idée, comme dans tout, c'est juste de montrer, tu vois, c'est d'avoir un momentum et de montrer, tu vois, les premiers succès avec place. Ok, bah, j'ai d'autres questions, mais je pense que Est-ce que ça je vais répond à ta laisser question? Geoffroy.
Ouais, ça répond à la question. Je vais laisser Geoffrey du coup poser ses questions avant et je reviendrai après. Trop bien. Oui. Vous auto-modérez, c'est assez magnifique. Merci Alex. Et Geoffroy, si tu as une question, n'hésite pas. Oui, c'est à voir avec le nombre de... On m'entend, ça? Ouais, on Ouais, on t'entend t'entend. parfaitement. Ça avait à voir avec le nombre de différents signaux d'achat qu'on peut trouver, non? Et la question, c'est plutôt comment tu vois ce genre de rôle évoluer, non? Moi, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers un rôle de data analyst ou presque de data scientist, si on prend compte qu'on peut avoir même peut-être plusieurs centaines de signaux d'achat, non? Comment tu vois ce rôle évoluer? Non, je pense pas parce que en fait c'est là le danger, c'est quand tu commences à vraiment complexifier les choses que tu peux pousser, tu vois. Je pense qu'il faut rester simple et c'est pour ça que je sais qu'il y a un énorme engouement sur ce sujet et ça va aussi dans le sens des outils qui vendent ces solutions, tu vois, de donner plein d'exemples et de complexifier la chose. Je pense pas en fait. Je pense que ça reste, tu vois, un rôle de l'équipe growth ou de la personne qui fait toute la partie lead gen, tu vois, de mettre en place ces choses-là. Parce qu'au final, le but, c'est juste, entre guillemets, c'est juste d'aider les équipes sales à vraiment concentrer leurs efforts sur la partie outreach, plutôt que simplement envoyer, tu vois, des emails sur base d'un job title, tu vois. Donc, je le vois comme ça. Je pense pas que ça va évoluer dans un truc hyper technique. Et je pense que justement, tu as quand même maintenant des outils qui te permettent qui démocratise en fait ce genre de solution. Maintenant, il faut juste pas tomber dans les travers de faire des trucs un peu trop foufou dans tous les sens et qui n'a pas, tu vois, au final, la seule chose sur laquelle tu es jugé, c'est l'impact sur le pipeline et sur le business que tu génères. Tu vois. Donc, parfois, tu sais, la réalité, c'est que parfois, ça ne marche pas dans certains cas, tu vois, et c'est pour ça qu'il faut pas trop se focaliser sur des trucs extravagants, tu vois, les changements de job ou des gens qui engagent ton ICP parce que parfois, en fait, c'est pas applicable dans ton business, tu vois. Et donc, c'est juste la seule question que tu dois te poser, c'est aujourd'hui, quand tu regardes, tu vois, ta base client et que tu te poses un peu la question de, OK, qui sont ces clients et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils ont décidé, tu vois, de prendre la solution? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils prennent ces décisions? Et en fait, ça va te donner des bribes d'informations qui vont t'aider à être beaucoup plus fin dans ton ciblage. Et ça ne veut pas dire que tu as besoin, tu vois, de technologies poussées pour pouvoir, tu vois, faire de l'outbound qui a un impact, quoi. C'est juste, ça reste entre guillemets du bon sens et vraiment de partir de ta base client. Corentin, it's your turn. Il faut juste que tu démutes. Ouais, c'est bon, merci. Petite question, Alexis, sur la partie feedback loop. Je me demande si vous pouvez apporter un peu plus d'informations sur la durée, notamment sur sur la partie lancement, quand tu lances des campagnes, notamment sur les ICP. Combien de tests tu fais, combien de personnes tu targets, c'est quoi la durée, c'est quoi le nombre de messages, je sais pas. Ouais, grosso modo, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tester plusieurs ICP. Après, ça dépend, tu vois, de la boîte, mais de tester au moins 2 voire 3 ICP. Et pour chaque ICP, j'essaie de trouver en fait 3 angles ou 3, tu vois, trois signaux, si c'est possible, de sorte à ce que, en fait, grosso modo, l'idée, c'est de tester, tu vois, plusieurs angles, voir celui qui fonctionne, qu'il est ce qui fonctionne pas et en fait scaler les autres sur d'autres ICP. Et en général, j'essaie de faire, tu vois, des tests, on va dire en tout cas, un premier POC, tu vois, sur 3 mois et voir ce qu'on peut en sortir parce que honnêtement, en dessous de ça, c'est difficile de tirer des conclusions. Et au niveau des volumes, tout dépend en fait de la profondeur de ton marché, tu vois. Donc, c'est un peu difficile pour moi de te répondre au niveau du volume. Maintenant, voilà, ça sert à rien de faire des tests sur 10-15 personnes. Le plus important, c'est de pouvoir, tu vois, en retirer des insights que tu n'aurais pas pu avoir avant. Et concernant la feedback loop, en fait, c'est réellement, c'est hyper important, mais c'est de créer une confiance avec les équipes sales sur le fait que toi, tu viennes en collaboration pour les aider à générer du pipe. Tu n'es pas juste là en support pour créer des assets marketing. Et c'est de se dire, OK, vraiment d'être honnête par rapport à, tu vois, le retour qu'ils ont
sur ce que tu peux donner, de sorte à ce que en fait la qualité augmente et augmente et encore une fois en fait tu vas le voir directement dans est-ce que ça a permis de générer ou non plus de meetings qualifiés. Il faut juste prendre en compte peut-être une variable importante, c'est que dans certains secteurs, tu as un effet de saisonnalité. Donc, c'est vrai que si tu fais tes tests en été, ça va être un peu compliqué s'il y a personne qui répond. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça il faut prendre en compte toutes ces variables. Ok, merci pour cette information. Et du coup, question complémentaire, sur le volume de messages que tu envoies, donc il y a 3 mois la durée de test, question sur le nombre de volume et aussi sur la partie, tu parlais des itérations sur la partie signaux, et je me demandais si tu avais aussi des itérations sur la partie messaging aussi. Oui, du coup, sur la partie messaging, comme je t'ai dit, j'essaie de tester plus ou moins 3 messages par ICP. Et les 3 messages, ça peut être soit, tu vois, un intent qu'on a détecté, ou alors simplement, tu vois, juste un angle par rapport au pain. Et donc voilà. Je sais pas je sais pas si j'ai oublié une partie de la question, mais je t'avoue La que partie volume. je suis un peu perdu là. La partie volume. Ouais, comme je t'ai dit, la partie volume, je pourrais pas te donner un chiffre exact. Simplement, ça dépend, tu vois, à quel point ton marché est grand. Si maintenant je sais pas moi, t'as que 1000 boîtes, ouais, l'approche va être différente, tu vois. Tu peux tester, je sais pas, tu peux prendre 10%, 10-15% et tu vois ce que ça donne par rapport à ce que tu faisais avant. Est-ce que ça te permet tu vois, d'avoir plus de réponses? En fait, il faut vraiment comparer par rapport à la situation que tu as avant. Tu vois, donc avant de mettre en place ces choses-là, est-ce qu'il y a tu vois, une amélioration ou non? S'il n'y a pas d'amélioration, il y a un problème. Et le problème, souvent, de quoi il vient, c'est des bases, mais c'est la partie, tu vois, positionnement et messaging. Encore une fois, je m'en réfère à l'expert qui est dans ce groupe, qui est Alexandre Brunez, mais c'est un travail qui est hyper important parce que, en fait, le fait de réussir en outbound, c'est tributaire par rapport à ce que tu auras défini, tu vois, comme positionnement et comme messaging. De vraiment comprendre c'est quoi les pains aujourd'hui, c'est quoi les alternatives qui sont utilisées et surtout c'est quoi la manière que eux utilisent pour en fait faire leur job, tu vois. Donc voilà. Est-ce que ça Merci répond à ta question? Il y aura encore plus à détailler, mais merci beaucoup pour. Avec plaisir. On fait un petit tour des autres questions et s'il reste un peu de temps, Corentin, on pourra refaire un tour si ça te va. Alors, Alexandre et Sylvain, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je fais passer Nicolas qui n'a pas encore posé de questions on stage, si ça vous va. Nicolas, à toi. Salut tout le monde, salut Alexis. Salut. Salut. Question concernant les relances dont on n'a pas encore parlé. Déjà, alors, toi, comment tu fonctionnes sur le nombre de relances? J'imagine que c'est plutôt, quand tu as des choses à dire, tu relances. Et comment tu introduis les relances? Parce que souvent, le premier message, on trouve des raisons de contacter la personne. Mais ensuite, pour recontacter, j'ai pas toujours les clés pour que ça passe naturellement. Ouais, très bonne question. En général, moi, les séquences que je crée, c'est plus ou moins, c'est pas très long, c'est 3-4 messages, mais couplés forcément, tu vois, avec des autres canaux. Mais en fait, les relances, elles peuvent être, comment dire, elles peuvent être structurées sur base d'une interaction qui a été faite, tu vois, qui a été faite. Donc, c'est-à-dire, tu prends un exemple, imaginons que tu es un prospect qui te ghost depuis des semaines, voire des mois. En fait, ce que tu peux mettre en place, tu en as plusieurs. Je vais commencer par la plus simple qui est, tu te rends compte en fait qu'un prospect commence à réouvrir plusieurs fois, tu vois, un email, que ce soit un email sales que tu as envoyé ou un email marketing d'une newsletter, ou alors qui commence à réouvrir, tu vois, je sais pas moi, les documents que tu avais envoyés. Si tu as la possibilité, tu vois, de pouvoir les traquer, ça te donne déjà une première excuse pour les relancer. Pour la partie un peu plus avancée, qui coûte un peu plus d'argent, mais c'est grosso modo, tu peux utiliser des outils comme Leadfeeder ou Snitcher qui te permet en fait d'identifier les boîtes qui visitent ton entreprise
Et grosso modo, en fait, moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est de regarder par rapport aux lost deals ou les deals en cours, s'il y a des interactions sur le site web. Tu vois, si je vois que, je sais pas moi, la boîte que j'ai contactée sur laquelle on a perdu un deal il y a 6 mois commence à checker, tu vois, des case studies ou la page pricing ou ce genre de, tu vois, vraiment des pages stratégiques. Bah, pour toi, c'est une bonne information pour le relancer et ça donne surtout en fait un contexte, tu vois, pour pouvoir le faire. Ensuite, on va dire la dernière astuce, c'est de te dire, je sais pas qui tu cibles, mais tu vois, grosso modo, si tu as un asset marketing, moi, ce que j'aime bien faire dans ma dernière séquence, prends un exemple, tu vois, si maintenant je devais vendre mes services, c'est, je vois qu'il y a 0 réponse, bah, sur le dernier email, ce que je pourrais faire, c'est te dire, voilà, écoute, je pense qu'à mon avis, tu dois être fort occupé, mais par contre, voilà, si tu veux, j'ai créé, tu vois, un espèce de cheat sheet ou un truc qui regroupe, tu vois, vraiment tous les intents avec les cas d'usage et comment les utiliser. Donc, grosso modo, en fait, c'est ce que je vends, mais je lui donne de manière gratuite, de sorte à ce qu'en fait, tu continues à apporter de la valeur, tu vois. Donc, si t'as ces exemples, et vraiment le tout dernier, mais ça, c'est vraiment très spécifique, si c'est tu vois, si tu as un produit sur lequel en fait les gens peuvent s'inscrire sans passer par des sales, bah, tu peux aussi, tu vois, traquer l'interaction avec ton produit. Est-ce que quelqu'un, tu vois, a réactivé son compte ou réutilise le produit, ou est-ce que quelqu'un dans un autre département, tu vois, a sign up? Tu vois, je pense à un outil comme dans le cas d'usage de Livestorm, tu vois, ça pourrait être le cas, mais ça demande des trucs un peu plus avancés dans ce cas de figure-là. Est-ce que ça répond à ta question, hein, Nicolas? Je t'ai complètement à côté de la plaque. Non, non, merci beaucoup. En fait, pour faire simple, si tu veux, je reviens juste sur la partie trouver un contexte pour recontacter la personne. Mhm. Et ça, ouais, ça se fait plutôt naturellement pour peu que tu traques un petit peu. Ouais. Mais c'est dans le cas où, tu vois, je crée ma campagne sur LGM, par exemple, et là, j'ai pris 3-4 messages à envoyer. Et donc, je vais faire mon premier message, ok, tout va bien. Et le second, bon, bah, je ne sais pas comment introduire, tu vois. Le côté je te recontacte pour te parler de ci, de ça, je trouve que c'est un peu ce que tout le monde fait et du coup, tu es très vite catégorisé dans Ouais. la prospect, quoi. C'est C'est un peu pour ça. ça, ouais, je comprends tout à fait. C'est pour ça que c'est important en fait d'être vraiment clair sur, tu vois, qui tu vises, quel est le contexte dans lequel ces gens ont besoin de ton, tu vois, de ton service. Et en fait, dans ta relance sur l'étape 2, tu pourrais, tu vois, te dire, OK, tu vois, dans l'exemple où j'ai montré, tu vois que c'est, je sais pas, c'est une boîte qui spend, je sais pas, 100 millions de dollars en outils. Et tu sais que, enfin, en fait, tu vois, au plus ils dépensent, au mieux c'est. Dire, voilà, et tu peux dire, bah, en général, en fait, je parlais avec X et Y, Z qui justement dépensaient, je sais pas, autant d'argent. On leur a permis ils avaient ça, pardon, ils avaient ça comme problème, tu vois, des problèmes qui reviennent le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, c'est un problème pour toi, tu vois? En fait, le but, c'est pas forcément de forcer un meeting, c'est juste d'amplifier et de partir d'une hypothèse sur le pain que eux ont et que ton produit résout, tu vois. Donc après, tu vois, je peux pas te dire dans ton cas précis ce que tu devrais mettre, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de continuer à gratter sur le problème potentiel que ces personnes ont si bah, tu vois, t'as pas d'insight, t'as pas de signal sur lequel tu peux utiliser. Tu vois, c'est vraiment d'essayer de gratter ce problème que toi tu résous. Ok, bah merci. Avec plaisir. Nicolas, d'ailleurs, il y a un thread qui s'appelle 10 prétextes pour contacter ses prospects avec à chaque fois des petits templates, enfin, des exemples de prise de contact et des icebreakers. Ça peut peut-être t'aider. C'est sur le Playground. J'essaierai de le retrouver rapidement et de le mettre dans le chat pour que tu puisses peut-être t'en inspirer. Trop cool, merci beaucoup. Allez, on va faire venir Alexandre et ensuite on terminera avec Sylvain et Bastien pour les quelques minutes qui nous restent. Alexandre, c'est à toi. Ouais, bah du coup, j'aurai deux questions, comme ça sera mes dernières questions. Sur la partie intent, est-ce que là, c'est que des intents qui viennent du coup de la partie prospect, où on attend qu'il fasse quelque chose de son côté. Est-ce que toi, tu as l'habitude d'utiliser des trucs qui sont plutôt du côté client? Par exemple, je sais pas, toi, tu as terminé une collab ou bien tu as eu un résultat sympa avec un client, bah, ça peut être, tu vois, une porte d'entrée intéressante pour pouvoir contacter des boîtes similaires. Et donc là, tu n'attends pas qu'il y ait un intent du côté du marché. L'intent, il est plutôt de ton côté à toi. Et ça permet du coup d'avoir plus de contexte pour pouvoir contacter les boîtes. Et après, deuxième question,
tu as des marchés où il y a des pains qui sont un peu en continu, enfin qui sont latents, on va dire, toute l'année. Et donc, techniquement, tu peux les contacter plus ou moins n'importe quand. Il n'y a pas de contexte ultra précis. Tu vas avoir des contextes qui vont être un petit peu plus forts pour les contacter sur le sujet, mais tu sais que ce truc-là, c'est un truc continu et donc que tout le monde à peu près a ce problème-là. Et donc, dans le premier cas, est-ce que tu as l'habitude d'utiliser des intents qui sont du côté client et pas du côté marché? Et après, la seconde question, c'est comment tu te débrouilles quand tu as des marchés où le problème est latent et à peu près toutes les boîtes l'ont. Est-ce que tu attends d'avoir un contexte plus fort pour pouvoir les contacter ou bien tu vas les contacter directement? Alors, pour la première question, je pense que, encore une fois, tu vois, tous les marchés n'ont pas ce luxe de pouvoir, tu vois, leverager la data et les intents. Ce qui marche le mieux au final, c'est plus ou moins le même exemple que je l'ai donné juste avant, mais c'est vraiment de partir ta liste de clients que tu as closé ça dépend de ton cycle de vente, mais disons les 12 à 18 derniers mois, et c'est de se dire, ben, tu prends une lookalike, tu vois, un peu comme le délire dans les Facebook Ads où tu pouvais créer des audiences de cette manière. Tu le fais de la même manière, tu vois, en B2B, c'est-à-dire que tu prends, ben, en fait, plus ou moins les 5 à 10 concurrents directs de tes clients et tu les contactes, tu te dis salut Alex, voilà, j'ai vu que tu faisais X, Y, Z. Justement, on a travaillé avec l'année, ils avaient ce problème. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, c'est un problème pour toi, tu vois? En fait, en gros, c'est encore une fois, tu pars d'une hypothèse. Là, en fait, tu vas jouer sur deux critères. De un, c'est tu vois, le côté émotionnel. Se dire, est-ce que bah, toi aussi, tu vois, t'as ce problème. Et sur le FOMO, tu vois, tu dirais, attends, il travaille déjà avec mon concurrent, en fait. Et tu vois, instinctivement, il va être, tu vois, plus intéressé que si tu viens out of the group parce que tu as aussi cette social proof qui permet, en fait, d'augmenter, tu vois, potentiellement le taux de réponse. Par rapport à tes questions 2, qui étaient comment est-ce que je fais dans un marché où il n'y a pas forcément enfin, où il y a un besoin constant. Ça revient en fait à ce que je viens de t'expliquer dans la première, si tu fais une lookalike. Après, je pourrais peut-être te répondre plus précisément si tu as un exemple concret, mais je t'avoue que je suis jamais tombé sur ce cas de figure, pour être honnête avec toi. Ça peut être, si je prends l'exemple bateau, ça peut être les HR au niveau des recrutements dans la tech, par exemple. Tu vois, il y a une période où en fait, tu sais que c'est des boîtes qui recrutent tout le temps, qui ont toujours des galères et qui n'arrivent pas à gérer ce problème-là. Bah ouais, mais alors là, du coup, l'intent, il est facile. Tu sais savoir, en fait, tu peux traquer, et ça, tu sais le faire dans Clé, en l'occurrence, et tu traques le nombre de job offers qui sont aujourd'hui en ligne, tu vois, et depuis combien de temps, à la limite. Oui, ça, c'est vrai que c'était pas le meilleur exemple. Moi, je reviens avec un meilleur exemple après. T'es en mute, Héloïse. Merci beaucoup Alex. Et Sylvain, à toi. Yes, merci. Donc, petite question pour revenir sur Clay. Donc, tu disais que toi, tu enrichis les entreprises sur Clay. Et ensuite, où est-ce que tu trouves les personnes? Est-ce que du coup, tu les importes sur SalesNav et tu les exportes de SalesNav? Ou alors, est-ce que tu fais un Find People sur Clay? Est-ce que tu fais une recherche de contact avec Google sur Clay? Voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais des différentes manières de trouver des personnes via Google, via SalesNav, via Clay. Parce que j'ai l'impression que le Find People, il n'y a pas tous les contacts. Alors, effectivement, j'étais assez déçu aussi sur cette partie-là. En fait, en gros, pourquoi est-ce que tu trouves pas tout le temps les bons contacts? C'est parce que je pense qu'il y a quand même une limite de un et de deux, il est dépendant du fait que est-ce que la personne a mis son profil en public ou non, tu vois? Et j'ai eu ce cas de figure plusieurs fois où en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui manquent on va dire dans la boîte. Et quand je checkais du coup dans CSNav, j'ai trouvé facilement, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je passe pas par Clé pour la partie, tu vois, en tout cas, find people de manière générale. Je préfère utiliser la partie, tu vois, find ICP, c'est-à-dire j'ai vraiment un job title précis. Imaginons que tu vois, dans le cas où j'expliquais, tu targetes les équipes financières, mais s'il y a un CFO, c'est vraiment top. Ben, cette information, je veux le savoir en amont, tu vois. Et si je l'ai pas, c'est pas grave. Mais par contre, je vais passer par CSNav
pour pouvoir trouver en fait du coup toutes les personnes que je vise pour un compte. Tu vois. Donc en gros, bah, ça demande d'extraire en fait la data depuis CSNAV et puis refaire tu vois le dans Clé pour le reste. Mais le FineDB, je suis pas fan. Non, je suis pas fan parce qu'il est pas. J'ai eu j'ai eu deux trois fois l'exemple où en fait c'était pas concluant au niveau de la qualité de la data et du coup je me suis dit que j'allais pas prendre le risque, tu vois. tu sais s'ils se basent sur Google pour fournir le résultat? Sur quoi ils se J'ai basent? l'impression que en fait j'ai l'impression qu'ils se basent sur LinkedIn. Euh, et pour l'anecdote, j'ai le même problème avec Apollo. Ok. Pour le coup, en fait, pour gagner du temps, j'avais une liste de boîtes avec le nom de domaine. Je l'uploadais via Apollo pour trouver rapidement, en fait, tu vois, pour pallier au problème que j'avais avec Clé, qui ne trouvait pas, tu vois, les bonnes personnes. Et en fait, le problème auquel j'ai dû faire face dans Apollo, c'est que, par contre, la data n'était pas à jour. Donc, j'avais des exemples où j'avais 10-15% de ma DB, où tu as en fait des gens qui sont plus en poste depuis 6 mois. Et là, c'est gênant, tu vois. Tu Ouais, c'est contactes sûr. quelqu'un qui est plus là et ouais, y a rien de pire. Donc voilà. Ok, ça marche. Bon, j'aurais 36 000 questions sur Clé, mais je pense que je vais me modérer. Mais Merci. viens les poser sur le playground, hein, Sylvain. Et puis, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent de plus en plus. Donc, ça pourrait être intéressant aussi d'ouvrir le débat là-dessus. Je parlais Ok. tout à l'heure de l'intégration avec LGM. Nous, on est à fond dans les starting blocks. On est trop contents de cette inté aussi. Donc, vas-y, viens poser tes questions, quoi. Top. Merci. Salut. Et on va terminer la session. Allez, on va prendre 2 dernières personnes. Pour ceux qui doivent partir, il y a un replay qui sera bien évidemment mis en ligne juste après. Donc, n'hésitez pas. Et je fais monter Bastien sur la scène. J'aimerais bien cette fois-ci parler d'un truc que tu as touché du doigt, qui est le lien entre les intents et la product-led growth. Et tu as parlé de la possibilité de détecter des événements qui émanent du produit pour prendre des actions derrière. Mes questions, c'est déjà à quel point est-ce que c'est fréquent que des boîtes product-led aient besoin de tes services là-dessus? À quel point est-ce qu'elles n'ont pas déjà en place toute une infrastructure qui leur permet de détecter des événements clés dans leurs produits et de prendre des actions derrière? La deuxième, c'est quel genre d'outils est-ce que tu utilises? Je crois qu'il y a des trucs comme Pocus, comme Common Room, qui permettent de faire ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as des outils favoris? Et puis, c'est pas mal. Ouais. Alors pour la première question, je pense qu'en France c'est très très limité et je pense qu'effectivement les boîtes auxquelles ça s'applique en général elles ont des solutions en interne et d'ailleurs ça explique pourquoi en fait plusieurs solutions sur cette catégorie se sont fermées en fait ont arrêté leur service parce que bah, le marché est trop petit. Pour ma part j'ai jamais en fait exploité cette intent en réel. C'était juste, tu vois, moi, pour couvrir en fait tout le spectre au niveau des intents, comment est-ce que j'approcherais les choses. Mais par rapport aux outils, ouais, tu as Pocus, tu avais aussi une solution française qui était Astrolab. J'ai oublié le nom, mais en gros, tu as un autre outil. D'ailleurs, et Louis, je t'inviterai du coup à partager le lien, mais en fait, j'ai un Notion dans lequel je regroupe vraiment tous les outils sur les cas d'usage des intents que tu peux utiliser, tu vois. Tu as des outils qui sont spécifiques à un intent, tu as d'autres outils qui regroupent plusieurs intents, comme Apple Market, par exemple. Donc, je t'inviterai du coup à Dans le replay, ouais. je pourrais l'ajouter Je au replay. mettrai le lien du coup. Je mettrai le lien, mais en gros, grosso modo, ça répondra à ta question en fait. Tu as plusieurs outils qui couvrent ce cas d'usage. Par contre, je me rappelle plus du nom. Ok, et donc tu n'as jamais eu d'entreprises qui sont venues vers toi avec ce cas d'usage ou C'est trop ok. spécifique. Et comme je te dis, c'est peut-être quoi 10, 15 boîtes en France qui sont dans ce cas d'usage. Oui, à ce niveau de maturité, quoi. Ok. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Bastien. Je laisse la place à Corentin pour une dernière question. Question super rapide sur les canaux. Je demandais ton retour sur qu'est-ce qui marche mieux aujourd'hui, les emails, LinkedIn, est-ce que tu utilises Twitter ou d'autres canaux un peu plus pratiques? C'est une question qui revient tout le temps.
Alors, je dirais que tu vas pas aimer la réponse, mais ça dépend. En fait, je pense qu'il y a un critère qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est aujourd'hui sur la cible que tu vises, d'être vraiment conscient à quel point cette cible aujourd'hui, elle est harcelée. C'est-à-dire que si tu, par exemple, tu cibles des gens dans ce qui est RH ou des C-level, tu sais qu'elles se font harceler tout le temps. J'avais vu justement une personne qui venait de devenir CMO dans une boîte. Elle expliquait que sur la première semaine où elle arrivait, elle a reçu 527 emails. Donc c'est la réalité. Je pense qu'il faut être conscient de à quel point tu vois ta cible est harcelée ou non. Et ensuite, c'est de se dire, OK, ben, aujourd'hui, quels sont les autres canaux que je peux exploiter sur lesquels, par exemple, tu vois, la concurrence n'utilise pas. Je vais te donner un exemple. Enfin, je vais t'en donner deux. J'avais un client qui s'est rendu compte, en fait, donc lui, il visait les stores, les e-commerce stores qui sont basés aux US, donc tout ce qui était brand marketing, etc. Et il s'est rendu compte qu'il avait plus de succès quand il envoyait des messages sur le compte TikTok de la boîte, parce qu'en fait, la personne qui visait gérait aussi le compte. Et donc, en fait, c'était une manière détournée aussi, tu vois, d'attirer son attention. Ce qui fonctionne bien, moi, ce que je vois qui fonctionne très bien, d'ailleurs, c'est les vocaux sur LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est intriguant. Tu peux, tu peux pas laisser un vocal sans appuyer sur le play, tu vois, c'est comme le mec qui t'envoie un WhatsApp. C'est horrible, ça peut te faire chier, tu vois, mais tu es obligé d'écouter le vocal. Alors que ben, quand tu envoies un texte, en fait, tu vas juste lire en long et enfin, tu vas vraiment, tu vois, regarder vite fait le texte et si tu vois que ça t'intéresse pas, tu vas skipper. Euh, et l'avantage aussi avec les vocaux sur LinkedIn, c'est que t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que tu as 60 secondes pour faire un pitch et à partir du moment où tu arrêtes le vocal, il s'envoie directement. En tout cas, sur la version native de LinkedIn. Et le dernier exemple, c'est la partie du coup, oui, je sais. Ouais, ok. Bah, ça comble le problème que moi j'ai quand je le fais en manuel. Mais et le dernier exemple, c'est le call. La vérité, c'est que ça marche toujours, tu vois. C'est juste qu'il faut vraiment le coupler dans ta stratégie du coup d'outbound. Mais moi, ce que je privilégie, c'est vraiment d'essayer d'avoir des contacts directs avec la personne, tu vois. Surtout si tu cibles des gens qui sont fort occupés. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci Avec plaisir. Corentin. Ok, 13h06. Bon, on est un peu out of time, mais il y a eu plein de questions et c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes sortis un peu plus débloqués sur vos problématiques de ce call. Merci beaucoup, Alexis. Avec plaisir. Et je voulais juste finir une dernière chose. Ouais. J'ai un autre Notion. Merde, vous voyez pas mon écran. Je vais juste Si, partager vas-y. Bien sûr. rapidement mon écran. Mais grosso modo, j'ai un Notion dans lequel j'ai pas mal de contenu sur ces stratégies dont je viens de parler. Donc n'hésitez pas. C'est gratuit, pas besoin d'email. Donc voilà. Je partagerai aussi le lien du coup à Héloïse pour qu'elle la mette en commentaire. Trop bien. Bah, priceless. Merci beaucoup, Alexis, Avec plaisir. pour ces notions et ce live. Ça tombe bien, il y a des travaux qui commencent chez moi, donc on va couper mon micro et puis on va vous laisser aller manger. Un grand merci et je mets le replay Merci à très vous. rapidement. Salut, bonne journée. Salut!